gouvernait l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain de Stéphane. Huitième partie, les fondements économiques. Chapitre 1, établir et percevoir les impôts, par Sylvain de Stéphane. L'extraordinaire conquête du monde méditerranéen réalisée par les Romains à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ a été rendue possible non seulement par la concentration de moyens humains considérables, mais encore par la mobilisation de ressources économiques plus considérables encore. Cité-État progressivement doté d'un empire territorial qui atteint ses limites sous le règne de Trajan, de 98 à 117, Rome réclame, en contrepartie de la sécurité et de la défense de cet ensemble politique, la participation de ses sujets à l'effort commun. Cette idée est exprimée à la même époque, de manière simple et évidente, par le sénateur et historien Tacite. Citation. Il ne peut y avoir en effet de tranquillité pour les peuples sans armée, ni d'armée sans solde, ni de solde sans impôt. Fin de citation dans Histoire, Grand 4, 74-1. Les dépenses militaires représentent ainsi un des principaux postes de dépenses de l'État romain, dont la stabilité et la défense dépendent par conséquent de sa capacité à exiger et obtenir une contribution financière de sa population. Le système établi au début du Haut Empire montre néanmoins ses limites et ses faiblesses au cours du IIIe siècle, et conduit à sa restructuration marquée par la mise en place d'une administration fiscale plus nombreuse, plus efficace et donc plus critiquée. Grand 1, la fiscalité impériale des Antonins au sévère. Grand A, les principes généraux de l'imposition. Comme l'a rappelé Jérôme France, le règlement des guerres civiles qui accompagne la fin de la République donne l'occasion à Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, fondateur du Principat, de réorganiser les finances publiques en s'inspirant, en partie, des expériences menées dans certaines provinces au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors que la République romaine alléguait une situation fiscale complexe faite d'une mosaïque de traditions, d'impositions et de perceptions, l'Empire est établi sur des fondements plus simples, sans pour autant aboutir à une uniformité du système et encore moins à une égalité devant l'impôt, notamment parce qu'il existe toujours, à côté de la fiscalité principale, dite tributaire, une fiscalité particulière, dite vectigalienne, sur les terres publiques. Les deux principales contributions exigées par le pouvoir romain prennent la forme d'une contribution individuelle et d'une imposition de la propriété immobilière. La première constitue un impôt par tête et fixe appelé capitation, du latin caput, la tête, et perçu sur tous les individus libres, âgés de 12-14 ans à 60-65 ans, sans distinction de statut, mais les citoyens romains en étaient certainement exemptés, de même que nombre de notables pérégrins, ou de sexe dans la mesure où ils sont établis à l'intérieur des frontières du monde romain. Payer la capitation constitue une expression à la fois de soumission politique et de commune appartenance. La seconde contribution générale est formée par un impôt foncier, proportionnel puisque basé sur la terre. Fundus désigne d'abord en latin le domaine agricole, possédé par un habitant, n'importe où dans l'Empire, hormis dans la péninsule italienne, et les cités bénéficiant du statut de colonie romaine, et dont le sol est assimilé à celui de l'Italie. Cette présentation simple, voire simpliste, des deux piliers du système tributaire romain exige de la part de l'État romain de disposer de deux données essentielles. D'une part, le nombre d'habitants libres, qu'ils soient citoyens romains ou pérégrins, d'autre part, la superficie des terres possédées par ces individus. L'ambition des autorités romaines est de faire contribuer aux dépenses publiques les populations qui leur sont soumises en évitant tout à la fois l'évasion et l'oppression fiscale. Pour cette raison, le système nécessite de dénombrer les personnes et de mesurer les propriétés pour estimer les capacités contributives. Un premier recensement général est opéré au tout début du Haut Empire, pour disposer d'une liste par province et par cité des personnes et de leurs biens assujettis à l'un et l'autre impôt. Pour adapter les exigences à l'évolution du nombre de contribuables et des surfaces imposées, ces opérations sont répétées sous la forme de révisions partielles à l'échelle d'une ou plusieurs provinces, sans périodicité stricte, comme l'a montré Béatrice Le Toff. Les autorités romaines cherchent à évaluer les ressources humaines et économiques dont dépendent l'impôt personnel et l'impôt foncier. Disposant d'un petit nombre de représentants en province, ces autorités délèguent la perception des impôts aux dirigeants des communautés locales, organisées le plus souvent en cité, et quelquefois en tribu. Le pouvoir romain fixe le montant des contributions versées pour chaque communauté, au titre des deux impôts, et, faisant l'économie d'une lourde administration, charge les notables locaux ou décurions de collecter les sommes auprès de leurs concitoyens. Les décurions à la fois supervisent comme percepteurs et alimentent comme contributeurs le système fiscal romain à l'échelle de leur communauté et sont encouragés à collaborer en recevant la citoyenneté romaine. Aux deux impôts essentiels s'ajoutent des droits de douane sur les marchandises à l'intérieur, entre 2 et 5%, et à l'extérieur jusqu'à 25% de l'Empire, ainsi que des taxes variant entre 1
et 5% perçus, en particulier sur toutes les ventes, les héritages des citoyens romains, les affranchissements et les ventes d'esclaves ou de gladiateurs. Droits et taxes sont perçus par des sociétés privées après obtention aux enchères du contrat, ce qui permet au pouvoir de recevoir en avance et d'emblée le revenu de plusieurs années sans payer de personnel, à charge pour les sociétés de percevoir ensuite la somme avec profit. À partir de Trajan, de 98 à 117, et Marc Aurèle, de 161 à 180, la perception de plusieurs taxes et droits de douane passe sous contrôle public. Grand B. Réalité de l'impôt et recettes domaniales. Ces contributions, qu'on évitera de considérer comme des impôts directs ou indirects dans la mesure où cette distinction moderne est inopérante, alimentent les caisses de l'État réparties dans les capitales administratives de province ou de groupements provinciaux de nature fiscale. Pour davantage de sûreté et d'efficacité, on évite les transferts périlleux et pesants de fonds publics, argent monnayé et lingots, sur de longues distances, à plus forte raison par voie maritime. Dans la mesure du possible, les contributions versées par les habitants d'une province doivent en priorité couvrir les dépenses régionales de l'administration et surtout de l'armée romaine. Par exemple, les impôts perçus dans les provinces gauloises par l'intermédiaire de notables locaux contribuent à l'entretien, la solde et une partie du ravitaillement des troupes stationnées dans des garnisons échelonnées le long du Rhin, voire au-delà. Comme le souligne le sénateur Pline le Jeune dans son discours adressé en 100 à Trajan pour le remercier de lui avoir obtenu le consulat suffect, le versement des redevances, même s'il pèse sur les particuliers, est d'utilité publique parce qu'il couvre les charges de l'Empire. Panégérique latin, grand 1, 37 pour la source. En 144, l'orateur grec Aelius Aristide va jusqu'à déclarer à Rome que les contribuables ont plus de plaisir à payer leurs impôts à l'empereur que d'en recevoir le produit, dans En l'honneur de Rome 67. De toute évidence, l'exagération rhétorique masque la réalité des impôts, car le paiement de la capitation et de l'impôt foncier constitue la manifestation fiscale la plus évidente de la souveraineté romaine et de la sujétion des populations provinciales. Toutefois, les chercheurs discutent de l'ampleur réelle des deux impôts principaux et semblent en partie s'accorder sur l'idée d'une imposition faible ou modérée, mais qui présente l'originalité de varier du simple au double d'une province à l'autre, voire d'une cité à l'autre, selon les modalités de la conquête et la nature des relations des cités avec le pouvoir romain. Dans ces conditions, les deux principaux impôts représentent une fiscalité qui, sans être symbolique sur le plan économique, est surtout un signe de soumission et de participation à l'Empire. Ce dernier bénéficie en effet d'autres recettes probablement supérieures, provenant des biens possédés de manière collective par l'État romain et de manière personnelle par l'empereur. Il s'établit au cours du IIe siècle une redistribution nette entre ce qui relève du trésor public, le patrimonium, et ce qui appartient à la fortune privée du prince, la res privata. Formés surtout de domaines agricoles, mais aussi de salins, de carrières et de mines, ces deux départements sont néanmoins sous la tutelle de l'empereur qui puise dans leurs ressources pour couvrir des dépenses tant publiques que personnelles, en particulier sa politique d'évergétisme prenant la forme de construction, de spectacles et de dons variés. Grand C, des essais d'estimation budgétaire. Si au niveau des provinces comme de la capitale, l'administration fiscale romaine a une connaissance assez précise du nombre de contribuables et de la valeur de leurs biens mobiliers, esclaves, bétail, métaux précieux, vêtements, bijoux et immobiliers, terres cultivées, prés, bois, édifices, grâce à la pratique du recensement et de la déclaration individuelle d'impôts, en revanche, les archives ont disparu et on dépend d'informations éparpillées dans le temps et l'espace. Ajoutons que si le personnel préposé à la répartition des impôts et au contrôle de leur versement maîtrise le calcul, en revanche, les auteurs contemporains, par affectation littéraire, dédaignent souvent les réalités fiscales, du moins accordent peu d'importance aux données chiffrées. Malgré ces circonstances a priori hostiles à la réalisation de statistiques, dès les années 1920, plusieurs spécialistes d'histoire économique ont tenté d'estimer le montant des recettes et des dépenses de l'État durant le Haut Empire. Comme il n'existe aucune source donnant une idée même approximative des unes et des autres, force est de reconnaître que ces tentatives relèvent de l'hypothèse et font l'objet de débats savants et de critiques de méthode, en l'absence d'un soubassement documentaire assuré. Prenons les chiffres avancés pour le milieu du IIe siècle par Richard Duncan Jones et Reinhard Wolters, et discutés par Walter Scheidel. Duncan Jones estime les dépenses militaires en temps de paix à 600 à 700 millions de sesterces par an et les dépenses civiles entre 190 et 280 millions. Fonctionnaires, cours, population et garnison de Rome, jeux et grands travaux, multiples dons. Tandis que Wolters évalue ses dépenses à 535 et 265 millions de sesterces. Ces chiffres semblent sous-évalués à Scheidel, qui propose des dépenses totales entre 970 millions et 1,2 milliard de sesterces. Il estime les recettes à 800 millions pour l'impôt foncier,
le produit de la capitation n'est pas chiffré, et 70 à 130 millions, voire davantage pour les principales taxes d'héritage, affranchissement, vente d'esclaves. Enfin, 500 millions pour les péages et les douanes, les mines et les domaines impériaux. Les recettes dépasseraient les dépenses et dégageraient un excédent annuel de plusieurs centaines de millions, somme jugée trop élevée par l'auteur et ramenée à 100 millions par an, à la lumière du trésor laissé à sa mort par Antonin le Pieux, de 138 à 161 pour son règne. Selon l'historien Dion Cassius, Histoire romaine, 74, 8, 3 pour la source. Cet excédent, plus réduit que prévu, résulterait d'un prélèvement laxiste des impôts et des dépenses extraordinaires plus élevées que prévu. Pour sa part, Gilles Bransbourg estime les recettes de l'État entre 800 millions et 1,5 milliard de sesterces au milieu du IIe siècle contre 600 à 800 millions au milieu du IVe siècle. Grand 2. Troubles et réformes au IIIe-IVe siècle. Grand A. La mise à l'épreuve des finances publiques au IIIe siècle. Si l'on peut émettre de légitimes réserves sur le modèle proposé par Walter Schedel, il présente l'intérêt de donner une idée générale, à défaut d'être exact, des principales sources de revenus et de dépenses au milieu du IIe siècle de l'État romain, avant que ce dernier ne soit touché par des perturbations naturelles, vagues d'épidémies à partir des années 160, qui réduisent le nombre de contribuables et l'activité économique, et politique, augmentation sensible du coût d'entretien de l'armée consécutive aux pressions croissantes sur les frontières. Ce modèle attire également l'attention sur deux points importants. D'une part, le recouvrement sans doute partiel des différents impôts et taxes, c'est-à-dire la différence entre le montant attendu par les autorités et celui réellement obtenu. D'autre part, la fragilité de l'excédent budgétaire, qui peut soudain disparaître en cas de dépenses exceptionnelles. Un retournement de la conjecture générale se manifeste dès le dernier tiers du IIe siècle et plus encore au IIIe siècle. Déjà sous les Sévères, de 193 à 235, la forte hausse des dépenses militaires et l'impossibilité de faire rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État, malgré la hausse nominale des prélèvements, poussent les empereurs à multiplier les confiscations de grands patrimoines et à pratiquer des manipulations monétaires, se traduisant par une diminution du poids ou de la proportion de métal précieux des pièces mises en circulation par le pouvoir. Pour compenser tant la dévaluation des pièces que l'inflation des prix, les souverains multiplient les gratifications exceptionnelles aux troupes. Après la fin de la dynastie des Sévères, la dégradation de la situation, à la fois intérieure et extérieure, se manifeste par une succession rapide des dirigeants entre 235 et 284, avec 25 empereurs successifs ou simultanés, une résurgence des épidémies de peste ou de variole et une multiplication des invasions barbares au Proche-Orient, sur le Danube et le Rhin principalement. Les troubles politiques et militaires menacent la stabilité de l'Empire romain, tandis que la baisse démographique entraîne une crise économique dont l'intensité et la durée varient beaucoup d'une province à l'autre. L'Égypte, ou l'Afrique du Nord, étant peu touchée, tandis que les zones frontalières souffrent beaucoup plus. La chute des rentrées fiscales incite les empereurs à diminuer davantage la valeur réelle des monnaies d'or, et surtout d'argent, pour couvrir des dépenses militaires en forte hausse en les payant avec des pièces dépréciées, ce qui encourage une inflation élevée, qui se situe autour de 25% par an dans les décennies 250-260. Voire jusque dans les années 290 à la lumière de la documentation égyptienne. Grand B, la réorganisation sous Dioclétien et Constantin. Le règne de Dioclétien, de 284 à 305, se distingue de celui de ses prédécesseurs par sa durée et sa possibilité d'inscrire des réformes dans le temps. Il convient toutefois de ne pas considérer ces changements comme faisant partie d'un plan cohérent et concerté de mesures appliquées de manière immédiate dans tout l'Empire romain. Nombre des décisions prises par Dioclétien résultent des expériences et des expédients appliqués au cours du IIIe siècle et dont plusieurs ont fait la preuve de leur efficacité pour restaurer les finances publiques et couvrir les dépenses militaires. Certains efforts sont restés vains. Par exemple, la tentative de rétablir un système monétaire stable encourage la frappe de pièces de meilleure qualité en or et en argent, mais elles sont thésaurisées, tandis que circule la mauvaise monnaie de billon, cuivre argenté, héritée des règnes précédents, qui renforce l'inflation. Pour tenter de combattre cette flambée, Dioclétien adopte fin 301 un édit pour fixer les prix des marchandises, mais la mesure se révèle inefficace. La principale réponse fiscale à un demi-siècle de crise militaire et financière ponctuelle ou durable est la progressive systématisation du versement annuel en nature, les denrées, fourrages et fournitures diverses, de l'annone militaire destinée à ravitailler les troupes. Le calcul de son montant, décidé par les autorités centrales, induit un recensement général, puis quinquennal, des individus et de leurs biens, tandis que la répartition, le recouvrement et le transport sont à la charge des notables municipaux, qu'on désigne de préférence sous le nom de curiales au bas empire. Dans la mesure où l'armée peut être la moitié, voire les 2 tiers des dépenses courantes de l'État romain en période de paix, bien plus en temps de guerre,
Il semble évident que les réformes de nature monétaire et fiscale concernent en priorité les soldats qui assurent la défense de l'Empire et de ses dirigeants. Ces derniers ont tout intérêt à assurer le ravitaillement et le paiement régulier des troupes pour conserver leur fidélité et ainsi éviter les usurpations militaires qui deviennent fréquentes au IIIe siècle. Or, si la nonne militaire apporte aux combattants une fourniture matérielle gratuite, la demande en espèces monétaires de qualité est surtout satisfaite à partir de Constantin, de 306 à 337, avec la production durable d'un monnayage stable, alimentée par la confiscation de biens ennemis, la reprise de l'exploitation minière, puis la confiscation des propriétés et trésors des temples. Le nouveau système monétaire est basé sur une nouvelle pièce, le sous-or, solidus en latin, qui sert très progressivement à payer les militaires et les fonctionnaires au service de l'empereur, tandis que continuent de circuler des pièces d'argent et surtout de billons entre les mains du reste de la population. Le rétablissement monétaire, consécutif à la fin des guerres civiles, né de la dislocation de la tétrarchie, s'accompagne d'une diffusion des réformes mises en place par Dioclétien, selon une chronologie établie par Jean-Michel Carrier. La révision périodique du nombre d'individus assujettis à l'impôt et de la valeur de leurs biens passe de 5 à 15 ans, sans doute en raison des difficultés matérielles d'une opération d'une telle ampleur, d'autant plus que le régime fiscal continue de varier d'une province à l'autre. Distincts de l'annone militaire, impôts individuels et impôts fonciers sont fusionnés pour la plupart des provinces sous le terme de iugatio capitatio. C'est un impôt en espèces et ou en nature, établi sur une surface agricole, le iugatio, d'après une unité de superficie ou iugum variant selon la capacité productive du sol imposé, et une personne, capitatio, dérive du caput qui désigne une unité fiscale, c'est-à-dire sur la source et la force de production en même temps. Par ailleurs, Constantin généralise un impôt acquitté en or et en argent, d'où son nom de chrysargire, perçu tous les 5 ans sur l'activité artisanale et commerciale des villes, dont les notables et les professionnels sont réunis en corporation pour assurer de surcroît, en échange de privilèges fiscaux, la production ou la livraison de denrées fiscales destinées au trésor public. Grand C. Perfectionnements et ajustements. Les successeurs de Constantin, qu'il s'agisse des membres de sa famille au pouvoir jusqu'en 363 ou des empereurs de la dynastie valentiniano-théodosienne, de 364 à 455, manifestent le souci constant d'assurer le recouvrement des impôts en nature ou, de plus en plus, en espèces, à partir de Valentinien Ier, de 364 à 375. Pour ce faire, ils disposent d'une administration fiscale nettement plus étoffée que celle dont disposaient leurs prédécesseurs des IIe et IIIe siècles, a fortiori sous la République ou au début du Principat. Cette activité et cette présence plus grande des services fiscaux se manifestent, dès l'époque de Dioclétien, par la constitution de corps de fonctionnaires impériaux attachés à l'administration centrale ou provinciale qui supervisent le recouvrement des contributions exigées de manière globale, à l'échelle d'une cité, d'un bourg, d'un district rural ou d'une unité domaniale. Sous leur contrôle éminent, les curiales doivent se charger de percevoir l'impôt dans le cadre de leur communauté civique. Ils sont collectivement et personnellement responsables sur leurs biens de la fourniture du montant exigé à la date prévue. Il n'est pas surprenant, dans ces circonstances, que nombre d'auteurs du Bas Empire, membres de la classe possédante locale, critiquent l'immixtion de l'État dans les affaires civiques, dénonçant les abus de ses agents et déplorent le poids accru des impôts et des charges pesant sur les curiales. À la lumière de la situation antérieure, il faut voir dans ces réactions et ces plaintes des plus fortunés la conséquence d'une fiscalité romaine plus efficace qui, outre la disparition de l'immunité dont bénéficiait le sol italien et certaines colonies romaines, permet un rendement plus élevé des impôts parce qu'ils sont perçus de manière plus systématique et plus contraignante, y compris sur les biens des cités, ce qui limite d'autant la fraude et l'évasion. Si la restructuration du système fiscal entraîne une responsabilité accrue des curiales et une intervention plus grande de l'État romain, comme l'illustrent les lois impériales rappelant les curiales à leur devoir dans la seconde moitié du IVe siècle, la raison profonde réside toujours dans la nécessité de couvrir les dépenses militaires et civiles occasionnées par les soldats, les fonctionnaires et les dignitaires au service des empereurs. Ces derniers sont toutefois conscients des difficultés épisodiques que peuvent rencontrer certaines cités à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'une invasion, ainsi que du rôle social éminent exercé par certaines professions libérales, comme les médecins ou les professeurs, qui bénéficient pour cette raison d'exemption. Envers les communautés en difficulté, les souverains acceptent de faire preuve de générosité en apurant leur passif vis-à-vis du trésor public, c'est-à-dire en consentant à annuler leurs arriérés d'impôts, comme cela se pratiquait déjà au Haut Empire, parfois au même rythme que les recensements organisés à l'échelle provinciale ou supraprovinciale. De même que l'État romain se montre à l'occasion solidaire de ses contribuables, ces derniers doivent être solidaires entre eux, selon leur appartenance civique, au point d'aboutir à une astreinte territoriale selon Gérard Chouquet,
afin de permettre le versement des contributions à l'accomplissement des services exigés par l'Empire pour assurer sa sécurité et sa pérennité. Conclusion. Au regard d'un État moderne, l'Empire romain semble sous-administré, surtout si l'on songe durant le Haut Empire au très petit nombre de représentants romains en poste. De surcroît, de manière temporaire, 1 à 3 ans en moyenne, dans les provinces, même s'il ne faut pas négliger la continuité administrative assurée par le personnel subalterne, formé d'esclaves et d'affranchis au Haut Empire, surtout d'hommes libres au Bas Empire. Dans le domaine fiscal, cette situation s'explique en partie par la collaboration qui existe entre les autorités romaines qui déterminent la nature et le montant des impôts et des taxes, et les pouvoirs locaux qui sont responsables pour partie de leur collecte. Cette interaction structurelle, où chacun trouve son intérêt, permet aux notables de conforter leur domination sociale et à l'État romain de faire l'économie d'une armée d'agents fiscaux. Toutefois, pour améliorer le rendement de l'impôt, une intervention plus grande du pouvoir romain dans le recouvrement se manifeste dès le début du IIe siècle et se traduit par une diminution du rôle des compagnies financières privées, une plus grande responsabilisation des élites municipales, un essor de l'administration impériale et un renforcement de la responsabilité fiscale collective à tous les niveaux de la société, sans pour autant aboutir à une harmonisation des impôts au vu de la diversité des situations locales, ni à une égalité universelle devant l'impôt, les membres de l'ordre sénatorial devant en particulier assumer de lourdes dépenses publiques. Chapitre 2. Gouverner avec et par la monnaie, de Trajan à Théodose Ier, par Anthony Hochstein. La documentation monétaire constitue une source de première main pour l'histoire politique de l'Empire romain. Émanant directement du pouvoir, elle révèle ses intentions ainsi qu'une partie de son programme de gouvernement. Produite de manière massive et continue, elle permet de suivre des évolutions sur la longue durée. Si la monnaie ne souffre pas des déformations qui caractérisent les œuvres des auteurs anciens, elle est une documentation qui doit cependant être décryptée et contextualisée, selon qu'elle provienne d'un musée ou d'une fouille archéologique. Elle peut être envisagée à la fois comme un support des échanges et un outil des politiques financières, fiscales et militaires. En dernier recours, elle apparaît comme un moyen de mise en scène de l'apparat monarchique et, dans des situations particulières, de diffusion de messages de propagande. Les images et les légendes monétaires placées au droit et au revers des pièces offrent ainsi une image éclatante des cultures politiques qui coexistent dans l'Empire à la fois, dans les cités et au sommet du pouvoir. Grand 1 de Trajan à Théodose Ier, les évolutions du système monétaire. Grand A, le système monétaire en 200 et 400. Nerva de 96 à 98 et Trajan de 98 à 117 héritent des réformes monétaires engagées par Auguste de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, puis Néron de 54 à 68. En 98, le système est quadrimétallique. Il se compose de dénominations d'or, d'argent, d'alliages cuivreux, en bronze donc, ou de cuivre, étant dans une métrologie fondée sur la confiance en l'État. Un aureus en or, 7,4 g, est égal à 25 deniers d'argent, 3,4 g, ou 100 sesterces de bronze, ou 200 dupondi de bronze, ou 400 as de cuivre. À chaque monnayage correspondent des usages et des utilisateurs spécifiques. L'or sert aux élites et à certaines dépenses somptuaires, ou distributions. L'argent aux dépenses militaires et édilitaires. Les alliages cuivreux sont employés comme petite monnaie pour les échanges quotidiens. Tout n'est pas immuable au IIe siècle, mais le système se maintient jusqu'aux années 240 grâce à des ajustements ponctuels, diminution du poids et du taux de fin, soit la proportion de métal précieux des deniers. Création en 215 d'un double denier par Caracalla, de 211 à 217 pour son règne, appelé l'Antonien, voir figure 2 dans le livre. La figure 1 représentant une pièce d'argent. Vers 400, le paysage monétaire a entièrement changé. Deux espèces circulent alors, à deux niveaux différents. Dans le cadre d'un système à deux métaux, plutôt que bimétallisme, une nouvelle pièce d'or, le solidus ou sou de 4,5 g, s'est imposée sous Constantin, de 306 à 337 pour son règne, dans toutes les transactions liées à l'État et au grand commerce, voir figure 3. Tandis que les piécettes de cuivre pur, frappées par millions et présentes partout dans les villes et campagnes, servent aux populations, voir figure 4. L'argent a totalement disparu, à l'exception des frappes d'une pièce appelée silique, qui circule chez les soldats et dans certaines provinces. De manière générale, l'argent est sorti du système monétaire et s'est lingotisé, pour n'être plus employé que sous forme d'objets de luxe produits et contrôlés dans des ateliers d'État. Grand B, les facteurs de transformation. La transformation du système s'est opérée en quelques décennies, entre les principats de Gordien III, 238 à 244, et de Constantin. Plusieurs raisons peuvent être invoquées.
Il convient d'abord de lier ces bouleversements à l'effort de guerre et aux difficultés militaires, alors que l'Empire est plus que jamais une citadelle assiégée, voire Michel Christol, qui subit les guerres extérieures sur plusieurs fronts, au lieu de prendre l'initiative comme auparavant. Ce contexte géopolitique défavorable est à l'origine de mutations qui touchent la monnaie d'argent. Coût des guerres, destruction, pertes fiscales accrues, manque de ressources métalliques, hausse des prix, perte de confiance dans l'État, qui émet des millions de pièces dévaluées. Ainsi, le poids et le titre, soit le taux de métal aussi appelé fin, du denier, puis de l'antonien, n'ont cessé de chuter entre les années 230 et 270, pour ne plus contenir qu'à peine 1% d'argent. Cet effondrement de l'argent a entraîné dans son sillage celui des monnaies de bronze. Il fallut plusieurs réformes sous Aurélien de 270 à 275 et de Dioclétien de 284 à 305, puis de Constantin, au résultat mitigé, pour rétablir partiellement la confiance des usagers et restaurer un système stable, fondé sur une monnaie d'or, réformée, appelée solidus. En l'absence d'argent monnayé, le souci principal des autorités fut de maintenir un système efficace de dénomination de cuivre. Les nombreuses réformes qui égrènent le IVe siècle montrent que l'objectif fut difficilement atteint, chaque nouvelle tentative aboutissant à terme à des réductions pondérales. Entreprise en 348, la réforme des fils de Constantin, qui conduit à la création de la Maiorina à l'occasion du 1100e anniversaire de la fondation de Rome, avec au revers l'image de l'empereur terrassant un barbare associé à la légende. On peut y lire Fel, Temp et Reparatio, soit Felicium, Temporum et Reparatio pour le retour des temps heureux. Elle conduit à des manipulations et des abaissements par paliers du poids des monnaies et de leur diamètre, à tel point que sous Théodose Ier, de 379 à 395, sont frappées des tonnes de petites pièces pesant à peine 1 gramme, qualifiées par les spécialistes de minimi, ou d'AS4, voire figure 4 dans le livre. Grand C, les monnayages provinciaux. À côté de la monnaie impériale, existe dans la partie hellénophone de l'Empire une multitude d'ateliers aux statuts variés, cités libres, colonies, assemblées provinciales, etc., qui ont produit en masse des monnayages de bronze destinés aux transactions locales. Ces monnayages apportent des informations importantes sur le gouvernement des cités, les élites municipales, les identités locales et les relations entretenues avec les autorités impériales, voire figure 6. Des espèces d'argent, et très rarement d'or, sont aussi émises par des cités et des ateliers régionaux et provinciaux, comme en Cappadoce, Syrie, Égypte, ou placées sous le contrôle de rois clients, comme dans le Bosphore cimérien de l'actuelle Crimée. Les émissions de ces monnayages, que les spécialistes qualifient de monnaie provinciale, s'interrompent entre 276 et 294 en raison des difficultés financières et monétaires qu'en rencontrent les cités et le pouvoir central. Cet arrêt définitif s'accompagne de la centralisation de la production monétaire dans les ateliers impériaux à partir des années 290. Dioclétien et ses collègues font alors frapper dans tout l'Empire une monnaie partageant un même motif au revers, celui du génie du peuple romain, voire figure 5. Grand 2, produire la monnaie, acteurs et institutions. Grand A, produire la monnaie au Haut Empire. À Rome, la production monétaire reflète à la fois la centralisation, l'atelier de Lyon, a fermé en 78, et la consolidation de l'appareil d'État opéré depuis Claude, de 41 à 54. La supervision de la frappe échappe au triumvir monétaire, jeune sénateur en début de cursus dont les fonctions exactes demeurent incertaines. La moneta, hôtel des monnaies, est alors installée non plus sur le Capitole, mais sur le Callius, dans un bâtiment dont les vestiges se trouvent sous l'église San Clemente. Le transfert a certainement été opéré après l'incendie de 80. Dans la documentation épigraphique trajanéenne apparaissent aussi des procurateurs impériaux placés sous l'autorité du responsable financier des bureaux palatins, l'Arationibus. Le système de production est amélioré. Il est assuré par des équipes d'affranchis et d'esclaves du prince spécialisés dans diverses tâches, la frappe, le contrôle de la qualité des métaux, etc. En Orient se maintient un système très souple, qui dure jusque vers 270. Les bronzes locaux sont produits localement, par les dirigeants des cités, dans des ateliers centralisés ou itinérants, qui mutualisent les coins et les forts de production. Le pouvoir impérial contrôle certains ateliers, qui émettent de l'argent, puis du billon, argent de bas-titre. Ainsi Césarée, Antioche et Alexandrie. Il règne ainsi en Orient une grande diversité monétaire, qui convient bien à un empire décentralisé. Grand B, produire la monnaie au bas empire. Au IIIe siècle s'amorcent de grandes tendances qui changent le système de production au profit d'un nouveau modèle. Il faut compter d'abord avec la décapitalisation de Rome, très lente, et la décentralisation de la frappe monétaire, qui entraîne la multiplication des structures de production,
au plus près des besoins, sur les frontières militaires. L'uniformisation relative des types, voire plus loin, accompagne ces transformations. Ainsi, vers 330, à la suite des réformes successives, est créée une nouvelle administration monétaire, composée d'un personnel plus nombreux que sous le Principat. Elle s'insère dans le cadre de nouveaux découpages administratifs en diocèses et préfectures. La décentralisation des frappes est alors consacrée, à côté d'un atelier itinérant accompagnant l'armée d'élite, comitatus. Si chaque atelier est dirigé par un procurateur, avec un personnel technique habituel, l'administration de la moneta dépend à partir de Constantin du comte des largesses sacrées, responsable du trésor impérial. Ce dernier est à la tête d'une administration plus étoffée, composée d'un personnel abondant et spécialisé, en plus de la fiscalité et de la production monétaire stricto sensu. Le comte des largesses sacrées contrôle les mines, la qualité des métaux précieux, ainsi que la fabrication des objets de luxe conçus dans les ateliers impériaux, orfèvrerie, lingots, décorations et insignes officiels, et vêtements. Ces ateliers sont installés dans les résidences impériales et dans plusieurs grandes cités de l'Empire. Grand 3, politique monétaire et gouvernement dans l'Empire. Grand A, pourquoi frapper monnaie? Pour les 2e, 4e siècles, il est difficile de parler de politique monétaire au sens actuel du terme. On préférera l'idée d'une politique de la monnaie, plus pragmatique, qui évite de prêter des intentions modernes aux autorités centrales ou civiques. En effet, la fabrication des pièces de monnaie est conduite dans l'intérêt de l'État et des élites dirigeantes pour leurs dépenses et recettes. Dans ce cadre, les buts économiques visant à fluidifier les échanges ou à mieux irriguer en espèces nouvelles certains territoires, s'ils ne sont pas absents, demeurent relégués au second plan. Pour les gouvernants, on frappe monnaie avant tout pour disposer des meilleures espèces et d'un stock suffisant destiné à l'armée et aux dépenses édilitaires ou somptuaires. Quant aux frappes de bronze civique en Orient, en l'absence d'une moneta impériale fournissant des espèces d'alliages cuivreux, comme c'est le cas à Rome pour les provinces de l'Occident, elles répondent à de vrais besoins afin de maintenir un niveau suffisant de menu monnaie dans les échanges locaux et régionaux. Pour autant, même si l'objectif de la production monétaire demeure avant tout fiscal et militaire, les économies régionales, urbaines, rurales de l'Empire sont très monétisées entre Trajan et Théodose Ier. La monnaie se diffuse selon des flux réguliers depuis les ateliers, mais aussi par le biais des dépôts du fisc et des soldats. Les archéologues trouvent ainsi des monnaies des 2e, 4e siècles en grande quantité, aussi bien sur des sites ruraux qu'urbains, depuis la Bretagne jusqu'à la Syrie. Il faudra attendre la fin du Moyen Âge pour retrouver de tels niveaux en Méditerranée. Gouverner avec la monnaie, c'est donc chercher à répondre au mieux aux dépenses militaires, expéditions, salaires, etc., qui engloutissent selon les estimations acceptables au moins 70% du budget de l'État. La politique de la monnaie conduite par les empereurs doit répondre au pacte tacite de la paix romaine et du consentement à l'impôt, en vertu duquel la protection militaire assurée par les légions, financée par les habitants de l'Empire, garantit la prospérité universelle et, chemin faisant, la cohésion du modèle impérial. Grand B, crise politique et réforme monétaire. Ce système monétaire adossé à l'or et l'argent, pour partie fiduciaire, fondé sur la confiance, fonctionne bien durant le Principat. Toutefois, le pacte de la paix romaine, ébranlé par les crises successives des années 230-280, les échecs militaires, les tributs payés aux peuples extérieurs, la pression fiscale qui les accompagne, entraîne une perte de confiance des populations dans la monnaie. La relation entre le pouvoir et les usagers évolue à partir des années 270. Le pouvoir central émetteur étant défaillant, de nouvelles pratiques émergent et perdurent. Les autorités exigent des versements en or pour l'impôt, parfois forcés, en dépit des difficultés de paiement. Pour le bronze et le cuivre, la dévaluation de l'antonien et le morcellement territorial de l'Empire, au moment des usurpations des années 260-270, compliquent les approvisionnements, ce qui engendre une pénurie monétaire. Des frappes non officielles et des immutations sont frappées massivement, parfois avec la bénédiction des pouvoirs locaux, soucieux du bon approvisionnement local en petite monnaie. Se banalisent à partir de la fin du IIIe siècle et à certains moments du IVe siècle les phénomènes de découpe, de rognage, or, cuivre, de résurgence aussi d'anciennes monnaies, quand les nouvelles possèdent des poids et des diamètres identiques. De Dioclétien à Théodose Ier, les souverains tentent de rétablir le système monétaire avec des résultats mitigés. Le même schéma se reproduit sans cesse. Les manipulations des dirigeants appellent une réforme. Les bonnes monnaies sont thésaurisées, les autres délaissées. L'État opère un décrit, soit un rappel pour refonte des monnaies, et remplace les bonnes pièces par de plus petites, jusqu'au rétablissement suivant, qui engendre les mêmes pratiques.
et ainsi de suite. Ces réformes ne font qu'accroître la défiance des administrés, d'autant que les dirigeants de l'Empire imposent des paiements fiscaux en or, en plus des versements en nature, et demeurent incapables de restaurer la pièce d'argent, pivot du système sous le Principat. Concrètement, sur le plan monétaire, en dehors des élites, des soldats et des agents du prince, la majorité de la population doit se contenter de menus monnaies de cuivre, sans grande valeur, dans un système économique marqué par l'inflation. L'utilisation massive à l'échelon local de petites pièces de cuivre au IVe siècle se lit dans de nombreux rapports de fouilles, dans lesquels ces monnayages abondent, ou encore dans les dépôts monétaires contemporains qui contiennent des centaines de ces piécettes. Grand C, le bon prince émet de la bonne monnaie. La politique monétaire constitue enfin un moyen de juger l'œuvre des empereurs. Elle est révélatrice, aux yeux des anciens auteurs, de leurs vices et vertus. Ainsi, dans la mémoire collective, Trajan a été loué pour sa capacité à renouveler le stock métallique. Caracalla a été critiqué pour la création de l'antoninien, de même que certains souverains des 3e et 4e siècles accusés d'avoir manipulé le taux de fin ou le poids des monnaies. A l'inverse, l'empereur Julien, de 361 à 363, souvent critiqué par les auteurs chrétiens, a été reconnu comme un bon prince, garant de l'équité fiscale et du bon cours du solidus. Il doit cette réputation à un édit promulgué en 363, imposant la vérification du poids des solidi sur les marchés par un contrôleur appelé zygostat. Grand 4, la monnaie, miroir des cultures politiques de l'Empire. Grand A, monnaie et communication politique. La monnaie constitue en dernier recours le support d'une communication produite directement par ceux qui la frappent. Si le message est contraint par la taille de l'objet, les situations de communication varient. À côté de l'expression d'un pur apparat monarchique, qui exprime le pouvoir en mots et en images tel qu'il est, on trouve parfois, dans des contextes précis, comme les guerres civiles ou les usurpations, un message de propagande. En temps normal, ces messages destinés aux usagers apparaissent souvent simples et polysémiques. Ils peuvent parfois être savants et subtils, surtout quand il s'agit d'espèces distribuées aux élites en des occasions particulières, les jubilés et les victoires. Sans conteste, la monnaie constitue un moyen de diffusion important pour le pouvoir en raison de la monétarisation avancée des villes et des campagnes de tout l'Empire. La monnaie impériale constitue aussi un outil majeur des politiques diplomatiques ou militaires vis-à-vis des peuples extérieurs. La monnaie peut être versée ou récupérée par des tribus, et le pouvoir du prince, à travers son effigie monétaire, est connu par-delà les frontières de l'Empire. Dans ces régions, auréis et deniers sont imités, percés, puis portés en parure, comme objet de prestige par les élites guerrières, comme l'attestent les découvertes effectuées dans des nécropoles en Pologne ou en Ukraine. À Rome, l'empereur et ses conseillers décident des types monétaires, images et légendes. Parfois, le prince dicte directement ses choix. Constantin aurait ainsi imposé un portrait, regard tourné vers le ciel, dans les années 320. Eusèbe de Césarée, vie de Constantin, grand 4, 15, voir figure 3 pour la source. En Orient, jusqu'aux années 270, le choix des types relève de la décision des élites civiques qui accaparent la construction de la mémoire locale et la détournent à leur profit sur les revers, tout en proclamant leur fidélité au prince et à sa maison sur les droits, voir figure 6. Grand B, les évolutions des légendes et de l'iconographie. De grandes tendances peuvent se dégager sur le temps long, miroir des évolutions du pouvoir, de son idéologie, de ses codes de représentation, de la manière, aussi, dont il souhaite se présenter devant les gouvernés. Sous les Antonins, de 96 à 192, une norme des légendes et des conventions de représentation héritées des décennies précédentes se fixe sur les droits. Alors s'impose le buste de l'imperator, lauré ou radié, drapé ou cuirassé, accompagné d'une légende inspirée de la titulature officielle selon le modèle suivant. Imperator César, plus nom du prince, plus Pis Felix Augustus, figures 1 et 2. Les portraits suivent les canons des bustes officiels de marbre, exécutés selon le principe du naturalisme. Ils tentent cependant à idéaliser le prince et les siens, en insistant sur certaines vertus ou facettes de son gouvernement. La barbe de philosophe de Marc Aurèle, de 161 à 180 pour son règne, doit être interprétée en ce sens. Des codes permettent de souligner la hiérarchie au sein du collège impérial. Auguste, Laurès, César tête nue. Entre les 2e et 3e siècles, on constate un enrichissement du répertoire iconographique des bustes. Il s'accompagne de l'apparition de nouveaux codes et attributs, d'une image plus affirmée du prince, combattant accompagné d'un bouclier et d'une lance par exemple, sans que les symboles civils ou consulaires, toge, sceptre, ne soient abandonnés. Le début du IVe siècle marque un changement de paradigme pour les droits.
Il n'est pas lié au christianisme, mais reflète une tendance inaugurée dans le dernier quart du IIIe siècle. Le portrait, au droit, montre de plus en plus l'image générique du détenteur du pouvoir, et de moins en moins ses traits individuels, voire figure 5. De nouvelles légendes et nouveaux attributs s'imposent à la fin du règne de Constantin, dans les années 330. La titulature, Dominus Noster, se substitue à Imperator Caesar, et le diadème orné remplace la couronne de laurier, voire figure 3. Cette évolution consacre une culture politique inédite, fondée sur la sacralisation et la distanciation du pouvoir. L'uniformisation de l'image impériale renforce l'efficacité du message, tout en l'appauvrissant. Il n'y a guère que sur les solidis et les multiples d'or qu'apparaissent des attributs rares. Sur les revers, on passe d'une floraison thématique marquée par des motifs riches et variés au IIe siècle, divinités, scènes historiées, monuments publics, plus nombreux encore au IIIe siècle, voire figures 1 et 2, à une uniformisation relative puis à un appauvrissement au IVe siècle, avec de menues différences entre l'or et le cuivre. Prime alors l'importance de l'effet de répétition pour signaler aux usagers l'unité profonde du système monétaire impérial. Sur la longue durée, on passe d'une monnaie dont les images des revers s'accruent, s'ancrent souvent dans des lieux ou événements précis, sous le Haut Empire, à une monnaie générique, dont les revers reproduisent des thématiques larges et polysémiques, adaptées sans distinction à tout événement officiel. À compter des fils de Constantin, de 337 à 361, les images des revers sont centrées sur la personne du prince, ses vertus militaires et ses victoires passées ou futures. L'accent est aussi placé sur sa capacité à sauver l'Empire et à assurer l'avènement d'un nouvel âge d'or. Les grandes modifications iconographiques n'interviennent plus que lors des réformes, afin de signaler aux usagers, par la création de nouveaux types de revers, les espèces qui remplacent les précédentes. Le message des monnaies provinciales est quant à lui centré sur le gouvernement et les réalités locales. Les revers montrent la variété infinie des cultures politiques civiques, les déclinaisons locales des mythes, voire figure 6, les paysages et dieux, même s'il peut aussi s'exprimer des modes, revers agonistiques par exemple, ainsi que l'influence des monnayages impériaux, dans le traitement des portraits. L'iconographie des bronzes civiques insiste sur l'image de la cité éternelle et immuable. Les allusions aux événements y sont très rares. Cette iconographie disparaît avec l'interruption des frappes des monnayages civiques dans les derniers tiers du IIIe siècle. Quant à la christianisation de l'Empire, officialisée seulement sous Théodose Ier en 392, elle demeure très peu visible sur la monnaie. Certes, le chrisme figure sur le casque de Constantin, dès 315, mais sur de rarissimes monnaies d'argent. Ce silence s'explique par une certaine prudence politique, mais aussi et surtout par les codes de l'iconographie monétaire tardive. Plutôt que d'insister sur des événements précis, le message monétaire montre l'image abstraite d'un pouvoir parfait et garant de la paix. Les symboles chrétiens n'apparaissent que par touches successives, en empruntant souvent au répertoire de l'iconographie païenne, voire figure 4. C'est ainsi que le chrisme sur l'étendard impérial apparaît dans les années 320. Toutefois, ces symboles chrétiens ne s'imposent qu'au début du 5e siècle, sous Arcadius, de 395 à 408, et Honorius, de 395 à 423. D'autres images, rattachées à la figure impériale, s'en détachent pour devenir de purs éléments chrétiens. C'est le cas du nimbe, qui inspire plus tard les icônes des saints. Conclusion. Au terme de ce panorama, il convient de retenir que l'histoire monétaire de l'Empire romain reflète avec fidélité les transformations profondes de l'appareil d'État qui s'opèrent entre Trajan et Théodose Ier, en raison du renversement de la situation géopolitique. La guerre est de plus en plus subie, sur différents fronts. Cette nouvelle donne, source de crise politico-militaire, entraîne des ajustements importants dans la structure du gouvernement impérial, en particulier dans la fiscalité et l'armée. Les réformes successives du système monétaire accompagnent ces changements. Elles permettent aux empereurs de disposer d'un levier essentiel pour gouverner en période de guerre ou de paix. Chapitre 3. Recenser et arpenter l'Empire romain, du 2e au 5e siècle, par Gérard Chouquet. Ce qu'on nomme, en langage moderne, le cadastre correspond dans l'Antiquité à des outils variés. Enquête, rapport de bornage, inventaire de concessions, plan de terre divisé, liste de contrats de location de terres publiques, recensement des personnes et des terres, liste de domaines, barème d'évaluation de la valeur des terres. Cette variété vient du fait qu'il y a plusieurs fiscalités foncières. La fiscalité tributaire, perçue sur les cités des provinces tributaires ou stipendiaires, sont exemptées l'Italie et quelques cités provinciales. La fiscalité vectigalienne, du nom de la redevance, vectigale, pluriel de vectigalia, que doit quitter l'occupant de la terre publique, de l'État, le peuple romain,
ou des collectivités publiques locales, les municipalités, ou des temples. Enfin, la parafiscalité alimentaire en Italie depuis Nerva de 96 à 98. Enfin, la parafiscalité alimentaire en Italie depuis Nerva de 96 à 98. À Rome, le cadastre sert peu à reconnaître la propriété. Il est toujours fiscal, mais partiellement juridique. Grand 1. Héritage des nouveautés sous les Flaviens et les premiers Antonins. Grand A. Un temps de révision fiscale. Au début du IIe siècle, l'administration impériale poursuit activement l'œuvre de révision de la fiscalité vectigalienne entreprise par les Flaviens, de 69 à 96. Héritant d'une situation dramatique à la suite de 2 années de guerre civile, de 68 et 69, Vespasien, de 69 à 79, entreprend une importante opération de révision. Il consolide la structure et le fonctionnement des municipes, comme la belle série des lois municipales flaviennes d'Hispanie nous en informe. De façon plus générale, les 1er et 2e siècles voient le développement d'un instrument cadastral majeur, la forma censualis, probablement créé sous Auguste. C'est un registre de sens, connu par une description du jurisconsulte Ulpien, au début du IIIe siècle. Ensuite, Vespasien entame la révision de la fiscalité vectigalienne des cités coloniales en crise. La fin du 1er et du 2e siècle sont ainsi consacrées à de nombreuses opérations de rétablissement des situations antérieures. Les empereurs apurent les conflits entre collectivités publiques, notamment en fixant leurs limites par le débornage, nombreux témoignages épigraphiques, ce qui permet de savoir à quelle cité un domaine frontalier doit payer sa contribution foncière. Il restitue les revenus des municipalités en faisant afficher les contrats de location, cas d'Orange en Narbonnaise, et en faisant la chasse à la corruption locale. Il mobilise les énergies pour occuper et mettre en valeur les terres désertes. En Afrique proconsulaire, une loi d'Adrien, empereur de 117 à 138, édite « Loi sur les terres vierges et celles restées incultes pendant 10 années consécutives ». Une telle entreprise, qui a laissé des traces dans tout l'Empire, n'aurait été possible sans la formation d'un ensemble important d'agrimensores, arpenteurs et géomètres, susceptibles de remplir ces diverses missions. On les a dotés de commentaires, rédigés par les meilleurs d'entre eux, entre 75 et 120 environ. Frontin, Hygine, Hygine Grammatique, Pseudo-Agenius et Baldus. Grand B, une multiplicité de régimes juridiques. La diversité vient des conditions de la conquête. Dans le schéma colonial, Rome soumet un peuple, s'empare d'une grande partie de son territoire en le décrétant terre publique, ager publicus. Puis, en fait deux masses différentes. Les terres arpentées et distribuées aux colons, les terres non arpentées, laissées à l'occupation spontanée libre. Les agrimensores nomment conditions agraires les statuts de ces différentes terres publiques. Quant aux terres laissées au peuple soumis, elles sont tributaires. Dans les terres publiques, les usages sont multiples. Le pouvoir assigne une partie des terres à des citoyens ou des vétérans. Il en garde en réserve. Il en affecte aux colonies et aux municipes. Il en donne aux temples. Il construit des grands domaines, saltus, praedia, confiant la colonisation à un personnage et non pas à une cité ou un agent de l'État. Il en vend, il en échange pour divers besoins. À chaque fois que Rome veut tirer profit de ces terres, elles sont louées à un preneur qui les gère ou les conduit, d'où le nom de locatio conductio, de ce type de contrat, ressortissant un régime juridique propre qui se nomme public et privé, publicus privatusque, et pour lequel on recourt à des contrats de longue durée, contrats de 100 ans en Occident, amphithéose en Orient. Ainsi, dans le monde romain, il y a toujours en parallèle 3 régimes juridiques, public, public et privé. Grand C des innovations. La littérature des agrimensores prouve que ces distinctions coloniales ne sont pas obsolètes. Comme on continue à conquérir des terres, on en distribue toujours aux vétérans des légions après les avoir divisées selon le quadrillage de la centuriation afin de pouvoir les mesurer et définir des lots. Par exemple, Trajan de 98 à 117 fait diviser des terres publiques en Pannonie, probablement supérieures, pour les assigner. À cette occasion, on apprend qu'un légionnaire particulièrement habile a réussi à figurer sur le plan cadastral, la forma, la limite des lots, ce qui ne se faisait pas jusque-là. Dans les terres publiques vectigaliennes, la question délicate est le mode de location. Pendant la République, on confiait la perception de ces redevances à des publicains, des collecteurs d'impôts contractuels, et à des sociétés de perception, qui disposaient de ressources financières suffisantes pour avancer les sommes à l'État et agissaient souvent à grande échelle. Mais on ne pratique plus ainsi, comme Hygine et les plans cadastraux d'Orange nous l'indiquent. À partir des Flaviens, on recourt à des intermédiaires locaux, nommés mancipes, selon le schéma suivant. On propose des lots à la location.
Un preneur se déclare intéressé et offre des cautions et des garants afin de pouvoir passer contrat. Ensuite, c'est lui qui place ses terres aux possesseurs voisins qui deviennent en quelque sorte ses sous-locataires. Le montage est fiduciaire, puisqu'il repose sur un contrat engageant un tiers, et la durée du contrat semble être plus courte, par exemple 5 ans. Dans ce montage, personne n'est propriétaire, mais possesseur. En effet, dans toutes les provinces, le sol est sous régime juridique de domanialité du peuple romain, et on ne peut qu'en être possesseur et non propriétaire. La possessio est donc la forme normale ou courante de posséder dans le monde romain. Grand 2, le rôle grandissant du domaine dans la gestion fiscale. Grand A, recourir aux élites pour gérer. Les 2e et 3e siècles voient un phénomène majeur se développer et devenir un des rouages principaux du recensement et de la fiscalité. Il s'agit de la place que tient l'unité dite fundus ou praedium, mot synonyme, dans cette gestion. La raison tient à l'immensité et à la diversité de l'Empire et à l'absence d'un corps de fonctionnaires suffisant pour assurer les diverses phases techniques. La solution classique dans le monde romain contraint les possesseurs. Dans le monde romain, on est rarement propriétaire mais plutôt possesseur, car il existe toujours une forme de domanialité évidente. Voir la note à la page suivante. Dans les campagnes, les familles de décurions dans les villes à devoir prendre en charge les tâches de recouvrement de l'impôt. On appelle cela un munus, ou obligation de gestion, ou liturgie dans le monde grec. Ce qui est moins classique, c'est le fait que cette obligation aboutisse à réunir les terres en une unité purement gestionnaire, sous la conduite d'un possesseur notable. Les mots fundus et praedium prennent alors un double sens puisqu'ils désignent le domaine de base, mais aussi l'unité fiscale de regroupement. C'est peut-être à l'occasion de la création de la parafiscalité des alimenta qu'on a vu apparaître ce fait. En effet, une des initiatives les plus originales du début des Antonins concerne la gestion des pensions à verser aux orphelins en Italie, l'alimenta. 2 grandes inscriptions, dites tables alimentaires, sont connues, et Pline le Jeune raconte comment il a dû lui-même passer par cette obligation dans sa cité de Côme, dans le nord de l'Italie. Le pouvoir a été conduit à innover en inventant ce mécanisme qui conjuguait une aide à l'agriculture par des prêts et l'affectation de l'intérêt de ce prêt à cette charge alimentaire, raison pour laquelle il faut parler de parafiscalité et non de fiscalité. En affectant cette ressource fiscale à des pensions alimentaires pour orphelins nés libres, issus de familles civiques, le pouvoir consolidait des corps civiques défaillants. Grand B, fonctionnement cadastraux. Or, cette fiscalité fut fondée sur des mécanismes cadastraux originaux, à savoir le recours à la technique des cotes fiscales pour contribuer les domaines, c'est-à-dire les réunir en articles ou cotes, regroupement de lignes d'un rôle fiscal. À partir des inventaires de domaines, de la forma sensualis, un candidat se présentait, et en fonction de ses garanties financières, on lui attribuait une cote plus ou moins importante. L'hypothèse est que ces cotes, d'abord mobiles, ont pu se territorialiser avec le temps et devenir des ressorts ou unités fiscales fixes regroupant les domaines pour la gestion. Comment fonctionnent ces outils cadastraux? On le sait dans les grands saltus impériaux et privés, par exemple en Afrique proconsulaire et en Numidie voisine, pour lesquels de très exceptionnelles inscriptions nous renseignent. On y voit l'empereur ou de grands propriétaires dépêchés sur place, des procurateurs ou des agents qui soumettent les exploitants à des conditions de location contractuelle fixées par la loi. C'est l'objet d'une fameuse Lex Manciana datant des Flaviens qui fait l'objet d'un affichage perpétuel fixant les corvées des colons dans le Saltus. Il y a toutefois des abus. Des colons, ceux qu'on a installés pour qu'ils occupent un territoire conquis et le mettent en valeur, qui ont le statut de citoyens romains, se plaignent à l'empereur Commode, de 180 à 192, de subir des châtiments corporels de la part du procurateur, inscription concernant le Saltus Boronitanus en Afrique proconsulaire. Ainsi, des citoyens romains, colons, qui possèdent leur domaine et sont eux-mêmes dits domini, sont sous l'autorité d'un dominus, l'empereur ici, et de ses agents, et ne disposent que d'un droit limité. Grand C, un référencement par domaine. On sait que la terre publique laissée à la libre occupation, elle porte les noms de terres occupatoires ou arsifinales, n'était ni divisée par un arpentage ni mesurée. Dans ces conditions, comment la soumettre à la redevance du vectigal? Comment évaluer sa surface, la nature de son sol, terre cultivée, vignes, prés, etc. Et comment la localiser? Comme les empereurs insistaient pour que ces redevances soient restaurées, le problème de la base cadastrale se posait donc. Ferait-on confiance aux possesseurs privés de la terre publique pour qu'ils déclarent ce qu'ils tenaient? C'était risqué. On chercha alors des méthodes d'arpentage pour disposer au moins d'un quadrillage de référence qui permettent à l'arpenteur de localiser
et d'évaluer la surface des terres, une simple projection d'une grille, sans avoir à changer le parcellaire. La plupart des arpenteurs reprirent la technique banale de la centuriation, par Decoumani et Cardine. D'autres tentèrent de subdiviser les centuries par des quadrangles, pour essayer de disposer d'une forme un peu régulière. Toutefois, on ne couvrit pas tout l'empire romain de quadrillage. Dans la majeure partie des régions, on procéda selon un autre système étranger à toute forme de division. On se référa à ces unités qui regroupaient les fundi et les praedia, et qui portaient ces mêmes noms. Dès lors, le maître du domaine devait servir d'intermédiaire avec le fisc pour les paysans cultivant ces terres. Une inscription de Trinita Poli, en Apulie, au sud de l'Italie, datant du IVe siècle, dit qu'il le faisait pour rassembler les livraisons de grains, mais aussi pour percevoir et reverser les vectigalia. Il était contrôlé par le responsable de la circonscription rurale nommé Pagus, et par le gouverneur de la province chargé de faire une inspection et d'interroger les possesseurs sur leurs déclarations. L'administration reposait sur les notables locaux, mais dès lors que le dominus, ou le patron, prenait de l'indépendance, la situation évoluait vers des formes de seigneurie foncière. On comprend ainsi comment fut possible avec le temps le passage du fundus antique à la villa du haut Moyen-Âge. Une chose est sûre, viendrait un moment où, les centurions n'étant plus entretenus et reconnaissables, l'emporterait ce mode fondière, c'est-à-dire reposant sur le fundus. Grand 3, de la diversité à l'abstraction, la réforme fiscale et cadastrale de Dioclétien. Grand A, le sens d'une réforme. Pour comprendre la logique de la réforme cadastrale et fiscale de Dioclétien, de 284 à 305, il est nécessaire de rappeler la mosaïque des situations financières. Mesure-t-on leur diversité et la difficulté de leur gestion fiscale? Des époques précédentes, l'administration avait hérité de classements juridiques et techniques des terres incroyablement subtils et enchevêtrés. Enquêtes et révisions des bornages, titres de concession, on archive dans des registres toutes les concessions faites successivement. Contrats, archives des cités, décisions judiciaires innombrables. En matière cadastrale, le fait principal était que la rigueur des procédures initiales d'établissement des possessions par la mesure était prise à défaut par les mutations. Par exemple, lorsqu'un arpenteur assignait les lots aux vétérans, il les inscrivait dans le plan, et, en théorie, il fallait que la mesure ne varie jamais. Si l'on voulait que, plusieurs décennies après, un autre arpenteur retrouve le lot et puisse faire le lien entre le terrain et l'archive. Or, dans la réalité, les colons ne respectaient pas cette règle, et tel ou tel vendait à son voisin une portion du lot initial, rendant impossible le contrôle. La réforme fiscale et cadastrale de Dioclétien est née de cette situation et a répondu à deux impératifs. Généraliser la perception au sein des unités, fondières, locales, inventer un mode abstrait d'évaluation qui permette à l'administration impériale de passer outre les diversités locales, notamment les démesures, pour répartir l'impôt et contrôler sa perception. Ce double aspect explique le développement d'un groupe d'enquêteurs et de contrôleurs, censiteurs, exacteurs, péréquateurs, etc., chargés de la supervision de ces opérations compliquées. À partir de Dioclétien, la réforme de la fiscalité s'explique aussi par la fin du privilège dont bénéficiaient les propriétaires italiens. Ils paient désormais le tributum. On inventa un système d'unités de compte dite caput, pluriel de capita, pour les impôts personnels par tête, ou caput en latin d'où le nom, et iuga, pour les impôts sur les terres. C'est ce qu'on nomme, par simplification, la capitation. Par exemple, lors de son passage à Autun, en Lyonnaise en 311, l'empereur Constantin de 306 à 337 pour son règne, fait remise à cette cité de 7000 capita pour soulager la dette fiscale de cette cité. Pour savoir ce que cela représentait, il fallait multiplier ce nombre par la valeur du caput ou du iugum selon le barème retenu par le fisc pour cette cité. La remise n'est pas une perte pour l'administration, puisque cette somme est reportée sur les prélèvements des autres cités des provinces, des Trois Gaules. L'impôt étant de répartition, sa gestion est une question d'assiette. Ce qu'on perd d'un côté doit être compensé d'un autre pour atteindre le montant prévu. Grand B, généralisation de la contrainte. Adscription. L'autre fait majeur est le transfert de plus en plus marqué de la gestion sur les élites qui s'accompagne d'un développement de l'adscription. Sous ce terme, il faut comprendre toute forme d'attache à une personne, un lieu, une institution, une activité productive ou militaire. De quoi s'agit-il au niveau cadastral? La structuration en maisons et domaines consiste à inventer des modes de regroupement des exploitations et des possessions pour leur gestion fiscale. En Orient, on connaît la maison divine, domaine de l'empereur et de sa famille, les pieuses maisons, églises, monastères, établissements charitables, et les illustres maisons,
domaine de familles sénatoriales et des agents de la haute administration. Ensuite, il s'agit de fixer les notables à la gestion des charges. Ce n'est pas nouveau, mais cela prend une forme locale. Tel possesseur doit prendre en charge la fiscalité de tel ou tel village et devenir le maître de la possession, ou dominus possessionis. En ville, le décurion ou curialis doit participer aux charges et garantir sur ses biens le bon fonctionnement de cette astreinte. Puis il s'agit de tenter de les empêcher de fuir pour échapper aux charges. Beaucoup de constitutions, on appelle ainsi les lois promulguées par un empereur, du IVe et du début du Ve siècle, stigmatisent les personnes de condition curiale qui fuient en entrant dans l'Église. Il faut comprendre ainsi, l'Empire n'est pas du tout hostile à l'Église, sauf lors du règne de l'empereur apostat Julien, de 361 à 363. Il la dote même généreusement, mais les autorités évitent le mélange des genres, en sanctionnant sévèrement les notables qui échapperaient à leurs obligations municipales en devenant clercs. Par ailleurs, la tâche des colons à leur unité de recensement est bien connue. Le colonus adscriptitius est inscrit au registre du cens foncier, et ses biens ne doivent pas échapper au dominus de l'unité dans laquelle il est recensé. Selon les termes des constitutions impériales, l'adscriptitius désigne l'esclave ou le colon attaché au fond et cédé avec lui. S'il abandonne le domaine où il est inscrit, sa fuite est réprimée. L'adscription du colon n'est pas liée à une durée, elle est permanente. L'adscrit demeure attaché à la terre. Aussi, la politique de rattachement des terres désertes aux terres productives fait partie de cet ensemble de mesures. On recense les terres improductives dans le but de les ajouter à des terres exploitées, afin qu'elles soient mises en valeur et qu'elles produisent l'impôt, dont elles ne sont pas dispensées. Qu'on les appelle encore, d'un terme technique d'arpentage, subcessives, ou qu'on les désigne comme stériles, ces terres sont affectées aux unités domaniales par une pratique courante qui se nomme l'ajout des stériles. Le dominus les répartit ensuite entre les différentes exploitations du domaine. On ajoutera que le développement des patrimoines d'affectation est encore une autre voie. Le patrimoine d'une famille, dite de fortune idoine, c'est un terme fiscal, ou de souche principale, se développe en deux parts, une part patrimoniale et une part affectée ou adscrite, servant à la caution de ses charges dans la cité. Le pouvoir peut aussi affecter des domaines publics à des privés pour des besoins précis, comme les besoins de la nonne, avec les domaines des boulangers. À Rome, les 250 boulangeries de la ville fonctionnent parce qu'on leur affecte des domaines en Afrique proconsulaire pour l'approvisionnement en blé, et parce qu'on attache les boulangers à cette charge, en contrôlant à qui va leur succession, en réglementant leur mariage, en leur interdisant d'entrer dans l'église, car celui qui serait devenu clerc devrait poursuivre le service de boulangerie. Enfin, on utilise également les populations de façon discrétionnaire pour combler des déficits. Par exemple, on repeuple la curie d'une cité affaiblie en transférant des notables d'une autre cité. Outre les vétérans et les prisonniers de retour de captivité qu'on peut affecter là où le besoin se fait sentir, le pouvoir impérial exploite les groupes de populations barbares qui demandent leur admission dans l'Empire, pour renforcer la production, notamment agricole. La pratique gagne en ampleur à la fin du IIIe siècle, avec la création de territoires dans lesquels on installe les barbares sous statut de déditis, en les nommant limitanei ou encore letes, ou gentils. Ces territoires disposent d'une condition agraire d'exception, car ils sont sous gestion militaire et non municipale. Grand C, révision des bornages. L'Antiquité tardive connaît une activité cadastrale des plus intenses. On en possède la preuve dans plusieurs témoignages d'opérations de révision du bornage, dans diverses provinces. Signe de l'importance de cette activité, les agrimensores voient leur rapport publié sous leur nom et celui de l'empereur régnant. Ainsi, Gaius voit son rapport publié sous son nom et celui de l'empereur Théodose Ier, de 379 à 395 pour son règne. Vitalis co-signe le sien avec l'empereur Arcadius, de 395 à 408. Cette façon de faire revient à publier officiellement le rapport de bornage sous la forme d'une constitution de l'empereur en question. Comme le quadrillage des anciennes centuriations a perdu de son acuité avec les mutations foncières et du paysage, ces arpenteurs s'occupent surtout de la délimitation du périmètre des terres, afin d'en évaluer la mesure et de dire la nature du bornage employé, naturel, artificiel ou local. C'est la finitio more artifinio, ou bornage selon la coutume des terres artifinales. Conclusion. L'Empire est trop vaste pour être directement géré, et cela conduit à inventer des niveaux de gestion intermédiaires entre le terrain et le fisc, faisant appel aux élites. Les professionnels n'ont cessé de mettre au point des techniques cadastrales et fiscales pour résoudre les questions de gestion administrative. Code fiscal, structuration des unités en maisons,
les oikoi ou les domus, et les domaines, les fundi ou praedia, pour la gestion foncière rurale. Procédés cadastraux, de délimitation et de bornage, techniques d'ajout des terres stériles aux fonds productifs, abstraction des modes de comptabilité pour percevoir l'impôt. Partant de là, des questions se posent. Le recours à ces techniques a-t-il conduit à cette bureaucratisation qu'on dit caractéristique des 4e-5e siècles, et dont des témoins se sont plaints, comme le rhéteur Lactance au début du 4e siècle, ou bien le rapport de la gestion sur les municipalités, détentrices des archives, et sur les élites, via les domaines, a-t-il conduit à des formes d'autonomisation de fait? Par exemple, les innombrables constitutions sur l'adscription traduisent-elles fidèlement la réalité de la contrainte, ou au contraire, l'inflation juridique d'un pouvoir qui a précisément du mal à gérer des situations diverses et locales, dans un monde trop vaste et qui ne saurait que produire de la norme? Une hypothèse est que l'importance prise par le domaine pour la gestion va dans le sens d'un affaiblissement de la norme d'État et du renforcement des pouvoirs locaux. Chapitre 4. Les interventions de l'État romain dans l'économie de l'Empire, par Marie-Sophie Caruel. Selon la thèse classique et largement diffusée par Michel Rostovtsev, l'entrée dans le bas empire se caractériserait par le passage d'une économie libérale à une économie dirigiste. Le règne de Dioclétien, de 284 à 305, et les réformes tétrarchiques auraient marqué un tournant vers un interventionnisme d'État massif, désigné comme la cause d'une crise de l'économie romaine, provoquant le retour à une forme primitive d'économie, et du déclin de l'Empire. À la vision d'un étatisme économique s'ajoute l'idée longtemps chère à l'historiographie allemande du développement d'un État coercitif, Zwangsstaat. L'évolution de l'économie romaine est aujourd'hui l'objet de débats, nombre d'études récentes cherchant à réhabiliter les derniers siècles de l'Empire, notamment du point de vue économique. Libéral ou dirigiste, quel fut le rôle économique de l'État romain? Notons pour commencer que ces notions sont anachroniques. Il n'existait pas, à proprement parler, de politique économique de l'État romain, l'économie n'étant pas conçue à la manière moderne, comme un système global. Elle ne constituait pas pour les pouvoirs publics le champ d'une intervention unitaire et cohérente, conçue et perçue comme un tout. L'État romain n'en prenait pas moins part à la vie économique de l'Empire, en intervenant par différentes mesures dans des domaines que nous qualifierons aujourd'hui d'économiques. Les interventions de l'autorité publique romaine, dans les mécanismes économiques, n'obéissaient pas à des fins économiques mais à d'autres impératifs, politiques, anonaires ou fiscaux. Les empereurs privilégiaient des actions circonscrites au domaine, concernant les intérêts de l'État. Parmi les préoccupations de la puissance publique, l'urbs et l'armée étaient des priorités pour l'Empire. Le ravitaillement de Rome et des troupes constituaient donc des champs d'intervention privilégiés de l'État romain. Les finances représentaient un deuxième domaine d'intervention important pour les empereurs à travers la fiscalité, la monnaie et le contrôle des prix. Enfin, les intérêts de l'Empire impliquaient l'administration des domaines impériaux et de leurs revenus. Grand 1. Le ravitaillement de Rome. Grand A. Préfecture de l'Annone et Frumentationes. Par le terme d'Annone, qui désigne de manière générale le marché des denrées alimentaires, on entend l'approvisionnement en blé et autres denrées de la ville de Rome, puis des deux capitales, avec Constantinople. Souci ponctuel géré en temps de crise par des magistrats exceptionnels, à la fin de la République, l'Annone se mue, dès le début du Principat, en une attribution permanente des empereurs. La tranquillité de ces derniers et la stabilité de leur pouvoir passaient par la gestion de tels problèmes matériels. Avec la mise en place vers 8 après Jésus-Christ d'un service de l'Annone hérité par ses successeurs, Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, entame un processus durable de régularisation et de sécularisation des approvisionnements. La responsabilité en échut à un préfet de rang équestre, en charge de veiller sur l'ensemble du marché des denrées alimentaires destinées à Rome. Arrivage régulier de blé, de vin, d'huile, en quantité suffisante pour les distributions publiques mais aussi pour l'approvisionnement du marché privé, acheminement du stockage des produits, en particulier des denrées livrées au titre de l'impôt. Les céréales parvenaient à Rome comme une taxe en nature ou comme marchandise, bien que les parts respectives du blé fiscal et du blé commercial demeurent difficiles à estimer. Dès le IIe siècle, les provinces d'Afrique proconsulaire et d'Égypte fournissaient la plus grande partie des ressources. À partir de Constantin, en 307-337, le blé d'Afrique fut assigné au ravitaillement de Rome et celui d'Égypte à la ville de Constantinople. Il ne semble néanmoins pas que fût créée, pour la nouvelle capitale, une préfecture spécifique, signe de l'effacement contemporain de la préfecture de l'Annone qui passa, vers 331-332, sous la responsabilité du préfet de la ville et cessa d'être un service administratif autonome. L'efficacité des services de l'Annone était garante de la bonne tenue des frumentationes, ces distributions gratuites de blé à destination de la plèbe dite frumentaire, une partie privilégiée de la plèbe urbaine qui a regroupé un ensemble d'ayants droit enregistrés sur une liste officielle.
Quoiqu'intimement liées à l'annone, ces distributions s'en distinguaient. Elles ne concernaient qu'une fraction de la plèbe urbaine, environ 200 000 individus. Par ailleurs, pas nécessairement la plus pauvre, et leur administration avait ses responsables propres qui ne relevaient pas de la préfecture de l'annone, les praefecti frumentii dandi, préfets pour la distribution des céréales, de rang prétorien, qui deviennent définitivement à partir de Philippe l'Arabe, empereur de 244 à 249, les praefecti ou les curatores, minitiae, du nom du portique où se tenaient les distributions depuis Claude, empereur de 41 à 54. Les inscrits recevaient chaque mois 5 boisseaux de blé, environ 35 kilos, avant qu'Aurélien, de 270 à 275, ne remplace définitivement les allocations de grains par des distributions de pain, resserrant ainsi les liens entre la préfecture de l'annone et les boulangers. Ce même empereur décide par ailleurs de diversifier les denrées distribuées et, aux distributions gratuites d'huile instaurées par Septime Sévère de 193 à 211, ajouta des distributions gratuites de viande de porc et de vin à prix réduit. Le préfet de l'annone devait encore assurer la disponibilité des réserves pour les rations destinées aux garnisons et à certains personnels administratifs de Rome, les prétoriens recevant par exemple une allocation gratuite, depuis Néron, de 54 à 68. Grand B, l'annone, commerce privé et contrainte publique. Domaine d'intervention privilégié des empereurs dans l'économie, les services de l'annone intéressent au plus près les débats sur l'interventionnisme impérial et le dirigisme d'État. Une première question concerne la part du recours au libre commerce pour l'approvisionnement de la ville. Quelle partie des besoins de l'urbs pouvait être couverte par les impôts en nature et les produits des domaines impériaux? Répondre à cette question supposerait de connaître le volume de la consommation romaine, pour lequel les estimations varient du simple au double, allant de 200 000 à 400 000 tonnes de céréales annuelles. La fourchette basse, qui suppose au moins recours au libre marché, est défendue par les partisans d'une large intervention de l'État, comme Peter Garnezet, qui attribue en outre dans le ravitaillement un rôle essentiel aux fournitures directes, taxes versées en nature qui échappaient à l'économie monétaire. A l'inverse, l'estimation haute implique que le secteur privé tenait une place importante. C'est dans le développement au bas empire de contraintes pesant sur les métiers du ravitaillement qu'on a reconnu le modèle d'une économie d'État et des principes de l'État coercitif. Les opérations de transport, de transformation et de vente étaient initialement assurées par des particuliers rémunérés par l'État. Afin d'inciter les gens du métier à travailler au service de l'État, des avantages fiscaux et juridiques étaient consentis depuis Claude aux professionnels groupés, surtout à partir du IIe siècle, en corps de métier. Adrien, de 117 à 138, accorda ainsi aux naviculaires de l'annone l'immunité des charges municipales. Dans le courant du IIe siècle, l'octroi par les empereurs de privilèges vint resserrer les liens entre la préfecture de l'annone et les corps de métier annonaires. Ceux-ci se virent par la suite astreints au plus tard au IVe siècle à un service fixe, le munus, attachant à leurs obligations et à leur métier les professionnels, auxquels il appartenait de fournir à l'État un successeur, de leur parenté ou non, afin de garantir la continuité du service public. Ils bénéficiaient en contrepartie d'avantages fiscaux ou d'exemptions. Ce munus concernait à la fois des gens de métiers et de riches personnages pour lesquels ce service d'État s'apparentait à une liturgie. Ainsi, les naviculaires, sans être des professionnels, acceptaient de garantir à leurs frais le transport de l'annone, épargnant à la puissance publique les coûts de construction et d'entretien des bateaux. Aussi contraignant socialement que pût être ce munus, il ne constitua néanmoins jamais qu'une partie de l'activité des individus concernés. Grand 2. Fournitures militaires et officielles. Souci des agents de l'État. A. L'annone militaire. Au plus tard en 298, sous le règne de Dioclétien, fut introduit un système de fiscalisation des fournitures militaires sous la forme d'un impôt annonaire, l'annona militaris, attesté dans sa forme fiscale pour la première fois à cette date dans un papyrus de Panopolis. Au Haut Empire, le ravitaillement était à la charge des armées provinciales qui achetaient leurs provisions et les faisaient payer en partie aux soldats par un système de prélèvement sur la solde. Apparue dans les sources dès le IIe siècle, l'expression d'annona militaris désignait alors des réquisitions remboursées de vivres dans le cadre de mouvements de troupes nécessitant une imposition exceptionnelle. Le convoiement restait en revanche à la charge des cités. Ce système, encore attesté à Dura Europos, sous les Sévères, perdura une grande partie du IIIe siècle, mais la multiplication des expéditions entraîna la levée de plus en plus fréquente de cet impôt exceptionnel. La mise en place d'un impôt annonaire régulier acheva ce processus de fiscalisation du ravitaillement militaire, non sans transformer radicalement le système préexistant, devenu impôt à part entière,
la nona militaris n'impliquait plus de remboursement des contribuables et profitait à l'inverse largement à l'armée et aux soldats, qui recevaient désormais gratuitement les fournitures nécessaires à leur équipement et à leur subsistance. Dans la fiscalité tardive, la none militaire était un impôt incorporé à l'impôt foncier et levé annuellement en nature dans les régions à forte concentration de troupes et jouissant de facilités de transport. Au IVe siècle, il était reversé sous la forme de rations aux soldats qui recevaient donc désormais une partie de leur solde en espèces et une partie en nature. Il fut progressivement converti en un impôt en espèces à partir du dernier tiers du IVe siècle. L'acheminement à longue distance des fournitures fut confié sous Dioclétien à des chefs d'administration provinciale, appelés primipiles à leur sortie de fonction. Les convoiements sur de moyennes distances demeurèrent en revanche du ressort des municipalités locales, où ils pouvaient donner lieu à des liturgies ou munera. Grand B. Inflation, pouvoir d'achat et contrôle des prix. La fin du IIIe et IVe siècle furent marquées par des phases d'inflation vertigineuse, nuisant considérablement au pouvoir d'achat des soldats et autres agents de l'État. Cette inflation dite nominale, en partie provoquée par la politique monétaire de dévaluation des empereurs, correspondait à une dépréciation de la valeur intrinsèque des monnaies lorsque leur valeur fiduciaire, autrement dit fictive par opposition à la valeur intrinsèque des métaux qui la constituent, n'était pas acceptée par le public. Le mouvement des prix, qu'on peut reconstituer grâce aux documentations égyptiennes et palestiniennes, est marqué par une forte inflation entre 274 et 360, et par de formidables hausses sous les règnes d'Aurélien, des tétrarques ou de Constantin. Le risque d'une précarisation des soldats face à une inflation incite à l'État romain à intervenir pour protéger leur pouvoir d'achat. Jean-Michel Carrier avance l'hypothèse que l'institution de la none militaire, qui instaurait la gratuité des vivres ainsi que des versements en nature, pourrait avoir joué un rôle de rattrapage du niveau de rétribution des soldats. Le retour à des versements en espèces à la fin du IVe siècle traduit le caractère conjoncturel de cette fiscalité en nature. Un autre expédient dont disposaient les empereurs était le contrôle des prix. La mesure la plus emblématique de cette politique fut l'édit sur les prix de Dioclétien en 301. L'Empire fait alors face à une considérable hausse des prix provoquée par une surévaluation de la monnaie de Bion, la monnaie de cuivre à faible dose d'argent, non acceptée par les usagers. Promulgué à la fin 301, l'édit succède immédiatement à l'édit monétaire du 1er septembre 301, pensé comme son corollaire indispensable. Il devait contraindre les usagers à utiliser la monnaie selon sa valeur nominale. Après un préambule, qui désigne explicitement les soldats comme victimes de l'avidité marchande, l'édit établit le tarif maximal d'environ 1500 biens et services. L'édit est traditionnellement présenté dans l'historiographie comme une mesure inefficace, ce qui peut être en partie nuancé. Les papyrus égyptiens du IVe siècle suggèrent que le tarif n'était respecté que dans les transactions contrôlées par l'État, mais non dans les ventes privées, aboutissant de facto à une double échelle de prix, officiels et privés, au sein de l'Empire. Toutefois, soldats et autres personnels d'État disposaient peut-être, comme le suppose J.M. Carrier, d'une force d'intimidation suffisante pour contraindre les fournisseurs à respecter le tarif dans les dépenses personnelles. In fine, l'édit se serait révélé efficace dans les cas qui importaient en priorité à la puissance publique, les transactions de l'État et, peut-être, celles de ses agents. Grand C, les manufactures d'État. Dans les derniers siècles de l'Empire, une partie des fournitures officielles étaient produites dans des manufactures publiques, ateliers textiles, filatures, teintureries, qui habillaient soldats et fonctionnaires, et confectionnaient des biens de prestige, ateliers d'orfèvrerie, orfèvres palatins, barbaricaires en charge de l'incrustation en métaux précieux des armes des officiers, mais aussi arsenaux d'armement, fabricae. La notice des dignités, qui liste l'ordre de préséance entre les dignitaires impériaux, apporte une connaissance précieuse de ces fabricae. La datation de ce document, plusieurs fois remaniée et débattue, elle remonterait à la dernière décennie du IVe siècle, ou aux premières décennies du Ve. La notice dénombre pour cette époque 35 arsenaux à travers l'Empire, dont elle précise la spécialisation et la localisation. La plupart furent stratégiquement placés dans les provinces du nord et de l'est de l'Empire, sur de grands axes de communication, mais loin des frontières, à l'abri dans les grandes villes. On citera pour l'Orient la fabrique de cuirasse d'Antioche, et pour l'Occident la fabrique d'épées de Reims. Les fabricae se trouvaient placés sous l'autorité des pouvoirs civils, d'abord sous la responsabilité des préfets du prétoire. Elles furent confiées, vers 390, aux maîtres des offices. À l'instar des professionnels œuvrant au service de la nonne, les artisans des arsenaux furent organisés en un corps, appelé consortium, et attachés héréditairement à leur métier en charge de privilèges comme l'exemption des charges municipales ou du metatum, soit l'obligation de fournir le logement aux agents civils ou militaires de l'État en déplacement.
Les manufactures textiles et les ateliers d'orfèvre se trouvaient quant à eux sous l'autorité du comte des largesses sacrées. Les manufactures publiques furent longtemps perçues comme la manifestation d'une étatisation de l'économie intervenue sous le règne de Dioclétien, qui se vit attribuer leur création. Quelques nuances peuvent désormais être apportées à cette présentation classique. Les travaux de Roland d'Almer ont permis de desserrer la chronologie en remontant au IIIe siècle pour l'apparition des ateliers textiles publics. Des ateliers de pourpre sont connus sous Sévère Alexandre, empereur de 222 à 235, ou au 1er siècle, celle des orfèvres de cour, battant en brèche l'idée d'une rupture tétrarchique brutale vers un dirigisme absolutiste. Ensuite, Stephen James a bien mis en évidence que les fabriquets s'étaient substitués aux ateliers légionnaires du Haut Empire et non aux ateliers privés. Ce secteur était donc déjà aux mains de l'État. Enfin, J.M. Carrier souligne que les manufactures publiques se cantonnent à certains secteurs productifs, directement liés aux besoins de l'État, qu'elles ne prétendent par ailleurs pas couvrir en totalité. Grand 3, les domaines impériaux. Grand A, la constitution du patrimoine. Dès Auguste, l'empereur était personnellement propriétaire de biens privés très importants. Les biens impériaux étaient dispersés à travers l'empire et comprenaient des domaines de nature diverses. Exploitation agricole, propriétés urbaines, mines, carrières, salines, briqueteries, etc. Leur répartition était très inégale à travers l'empire, et les lacunes des sources ne permettent pas d'en dresser un inventaire exhaustif. Des biens entraient régulièrement dans le patrimoine impérial, qui dès lors ne cessa de s'accroître, par conquête, legs ou confiscation. Les sources ont ainsi gardé la mémoire des confiscations de Septime Sévère, consécutives à l'élimination de rivaux ou d'opposants comme Claudius Albinus en 197 ou Plotien en 205. Une inscription de Pesaro en Italie mentionne un procurateur aux biens des condamnés, Corpus Inscriptionum Latinarium 11 6337 pour la source, et une autre de Sarmizegetusa en Dacie Apulensis, un procurateur des biens de Paulien. Même source, Grand 3, 1464. 2 siècles plus tard, un comte du patrimoine de Guildon fut chargé d'intégrer au domaine impérial les vastes propriétés de ce prince berbère après sa défaite en 398. Grand B, les bureaux financiers centraux en charge des revenus du patrimoine. Les biens personnels de l'empereur constituaient à l'origine le patrimonium. Rapidement, ces possessions prirent un caractère public pour devenir biens de la couronne, soit le patrimoine d'État appartenant au souverain. Ce processus paraît achevé dès la fin du 1er siècle. Au 2e siècle néanmoins, Antonin le Pieux, 238 à 161, créa un service de la res privata, soulignant le caractère privé des domaines princiers, détaché pour un temps du patrimonium, bien de la res publica. Cette fortune privée du souverain, transmissible à tous les empereurs et gérée par un service financier public, n'en demeurait cependant pas moins un patrimoine de la couronne. La différenciation entre res privata et patrimonium se serait fondée pour Elio Locatio sur la destination des revenus de ces domaines, au prince ou à l'État. Mais les divers empiètements suggèrent que la séparation entre une caisse impériale publique et une autre privée demeura poreuse et, de fait, la distinction entre fortune personnelle et biens de la couronne finit par perdre son sens, au plus tard au bas empire, et la responsabilité des terres publiques par échoir à la res privata. Les biens impériaux représentaient pour l'État une source importante de revenus, dont la gestion se partageait entre 2 bureaux financiers. La res privata était initialement administrée par le magister rei privatae, subordonné au responsable du fisc, rationalis ou rationalis summarum. Constantin réforma ensuite l'administration financière en instaurant 2 services centraux, les largesses sacrées et la fortune privée, l'un et l'autre placés sous l'autorité de 2 comtes, qui succédaient respectivement au rationalis summarum et au magister rei privatae. Les comtes des largesses sacrées et de la fortune privée se partageaient la responsabilité des domaines impériaux et de leurs recettes. Le premier, entre autres attributions liées à la gestion des recettes fiscales, contrôlait les productions des mines et carrières d'État et des manufactures publiques, fabricae exclues. Le second était essentiellement responsable des propriétés impériales. Grand C, les modes de gestion des domaines impériaux. L'État se réserva la possession des principales ressources jugées d'intérêt public et mit très tôt la main sur les mines et les carrières les plus importantes. La propriété impériale constituait-elle pour autant un vaste secteur étatisé de la production échappant au commerce privé et à l'économie d'échange? Le partage entre une régie directe et des modes de gestion privée permet d'apporter des nuances à la thèse d'un étatisme économique. Prenons l'exemple des mines du Haut Empire.
Les domaines miniers étaient contrôlés localement par un procurateur, représentant direct de l'empereur, le procurateur en charge des affaires financières de Pannonie. Le système d'exploitation le plus fréquent était celui de la régie indirecte. La mise en valeur des mines était alors assurée par des entrepreneurs privés qui louaient un puits pour l'exploiter librement, sous le contrôle du procurateur. Ce mode de régie très répandu est attesté notamment dans les mines d'or de Dacie ou dans les célèbres mines de cuivre et d'argent de Vipasca en Lusitanie, connues pour leur règlement édicté sous Hadrien. La régie directe, dans laquelle l'État gère l'exécution des travaux en plus de l'administration de la mine, est en revanche plus rare. Elle est attestée dans les mines d'or du nord-ouest de l'Hispanie. Le choix du mode de gestion opéré par la puissance publique avait des conséquences économiques et sociales importantes, la régie indirecte contribuant davantage à la prospérité de la région en permettant aux entrepreneurs locaux d'y prendre part. En ce qui concerne les intérêts de l'État, notamment pour sa fourniture en métaux, le fisc recevait probablement, à titre de redevance, le métal nécessaire aux besoins publics. Il est néanmoins impossible d'évaluer quelle part de la production passait dans le commerce privé et quelle part restait dans la possession du fisc. Les domaines agricoles connaissaient également des modes de gestion privés. Si certains étaient gérés directement par des administrateurs au nom de l'État, une grande partie était affermée à des conductores, des entrepreneurs privés louant un bien public, contre le versement d'un loyer annuel. La diffusion du bail amphithéotique, location de très longue durée, dès la seconde moitié du IIIe siècle, aurait conduit, dans la pratique, pour J.M. Carrier, à une privatisation du mode d'exploitation du domaine public, les conductores se trouvant propriétaires sans le titre d'un domaine impérial, transmissible héréditairement ou aliénable, dont ils étaient libres de tirer profit par la commercialisation des produits. Conclusion. Les interventions impériales dans l'économie ne se fondaient pas sur une démarche systématique ni sur une quelconque doctrine économique officielle, mais étaient de l'ordre des faits et de la nécessité. L'État intervenait lorsque l'approvisionnement ou la fiscalité étaient concernés, en réaction à des problèmes momentanés ou afin de sécuriser des ressources ou des recettes jugées indispensables aux besoins de l'Empire. À certains égards, l'État romain pourrait sembler être un acteur économique ordinaire, passant des contrats avec des particuliers dans le cadre de l'annone, ou affermant ses nombreux domaines. Toutefois, l'État se distinguait par des moyens bien supérieurs à ceux des autres citoyens, même s'il ne les mobilisait qu'en des circonstances exceptionnelles, et pouvait utiliser de son autorité pour voir ses demandes satisfaites en priorité. En outre, il était à la source d'un droit qu'il mit de plus en plus au profit de la satisfaction des intérêts publics. L'Empire exerça progressivement une étroite surveillance sur les professionnels au service de l'État, qui se trouvèrent officiellement attachés à leur métier, l'objectif étant de s'assurer que les services jugés nécessaires à la survie de l'État fussent bien remplis, et donc les intérêts de l'Empire bien servis. Malgré ce cadre juridique contraignant, l'idée d'un État coercitif au bas empire est aujourd'hui débattue. Cette contrainte publique, quoique répandue, ne s'appliquait qu'à certaines catégories d'individus. Outre les gens de métier, soldats, colons, curiales, sénateurs. Par ailleurs, tous les professionnels n'étaient pas concernés, l'étaient seulement ceux officiellement enrôlés au service de l'État. La thèse traditionnelle de l'étatisme économique du bas empire doit également être nuancée. S'il existait bien des secteurs de production étatique, ils coexistent avec une production privée et restaient cantonnés à des domaines liés à la consommation d'État qu'ils ne couvraient que partiellement. En outre, un secteur de production d'État avait toujours existé dans le monde romain.